Notre invité Marc Fesneau, bonjour. Bonjour. Ministre en charge des relations avec le Parlement, c'est la première fois que vous venez me voir, ça tombe bien ce matin. Ancien secrétaire général du groupe Modem, ça tombe doublement bien. Première question, évidemment. Richard Ferrand, mis en examen, doit-il démissionner? Non, je ne le pense pas. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, pas préambule et préalable. Je suis membre du gouvernement, il n'y a pas à interférer dans les histoires de justice. Non, mais ça, et dans les procédures de justice, et donc il n'y aura pas de commentaire à faire là-dessus. La deuxième chose, c'est que je pense... pas de commentaire à faire sur l'affaire. Oui. La deuxième chose que je veux dire, c'est que, au même principe que ceux qui sont celui des séparations des pouvoirs, Richard Ferrand est mis en examen, Richard Ferrand n'est pas condamné. Richard Ferrand n'est pas coupable à ce stade. Présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Et si on veut aller au bout du respect de la présomption d'innocence, il ne faut pas tirer des conséquences d'un acte de procédure plus que ce que c'est, c'est-à-dire un acte de procédure. Et je pense qu'à chaque fois qu'on accrédite la thèse que parce qu'on serait mis en examen, on est coupable, on rend pas service à la justice. Et je le dis au passage, pourquoi il y avait une jurisprudence baladure à l'époque? Parce qu'à l'époque, quand on était membre du gouvernement, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, pouvait donner des instructions individuelles aux magistrats. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, enfin, je reviendrai sur cette séparation des pouvoirs, qui n'est pas totale, loin de là. Et donc je pense que Richard Ferrand, que je connais bien, avec qui j'ai des liens amicaux d'ailleurs, qui fait bien son travail de président de l'Assemblée, j'en témoigne comme ministre des Relations avec le Parlement, ne doit pas quitter son poste de président de l'Assemblée nationale pour répondre simplement à votre question. Mais pourquoi est-ce que les ministres démissionnent et pourquoi le président de l'Assemblée nationale ne démissionnerait pas? Parce que quand vous êtes ministre, vous n'êtes pas parlementaire. Voilà, exactement. Et par ailleurs, vous n'êtes pas en lien avec la justice et le risque qui avait fait peser, qui n'existe plus aujourd'hui. Preuve en est d'ailleurs. Je signale au passage que ceux qui font un procès parfois à ce gouvernement d'instrumentaliser la justice en sont pour leur Je vais y revenir aussi. Et donc je pense que c'est ça aussi en démocratie, que les procédures judiciaires suivent leur cours. Preuve en est pour tout le monde. Et c'est ça aussi en démocratie qu'on respecte des principes qui sont valables. Il n'y a pas de citoyen au-dessus des lois, il n'y a pas de citoyen au-dessous des lois. Et donc les preuves qui sont les choses qui sont valables pour les uns et pour les autres doivent être respectées. La présomption d'innocence. Un ministre démissionne parce qu'il est nommé et un président de l'Assemblée nationale ne démissionne pas parce qu'il est élu, il reste député. Mais Marc Fesneau, c'est ça la différence? Non, pas seulement. C'est pas ce que je vous expliquais. Je vous expliquais qu'il y avait eu cette jurisprudence baladure parce qu'à l'époque, il y avait capacité de donner des instructions. Aujourd'hui, il n'y a plus cette capacité de donner des instructions. Ça, c'est contestable. Franchement, Marc Fesneau, c'est contestable. Mais bon, je ne crois pas. Alors il faut aller jusqu'au bout de la réforme constitutionnelle, on en parlera. Hein, on est bien d'accord. Marc Fesneau, mais tout de même, est-ce que l'autorité et l'indépendance de Richard Ferrand sont mises en cause aujourd'hui? L'indépendance de Richard Ferrand serait mise en cause si, parce qu'il y a une procédure judiciaire, ça entraînait une décision comme celle que vous nommiez. Son autorité n'est pas ébréchée. L'autorité de Richard Ferrand, je la connais, je la pratique tous les jours et je n'ai pas le sentiment que ça soit de nature à ébrécher cette autorité. On nous avait annoncé quand même un nouveau monde, Marc Fesneau. Un nouveau monde de transparence, un nouveau monde d'équité, un nouveau monde... Est-ce que vous trouvez qu'on fait défaut à l'équité, à la transparence? Je ne crois pas. Je le dis très simplement. Il y a de la transparence sur la procédure. Tous les citoyens sont également justiciables devant la justice, si je peux dire. Et donc l'équité et la transparence... Attendez, l'équité et la transparence est au rendez-vous. Moi, je pense qu'on rendrait service collectivement, nous tous, si nous respections les procédures, la justice, son indépendance et un fondement de ce qu'est la justice en France, c'est la présomption d'innocence. Et je pense que c'est comme ça qu'on retrouvera aussi, comment dirais-je, quelque chose de sain dans le débat public. C'est aussi, ça fait partie de la moralisation. Quand on est mis en examen, on n'est pas coupable. Quand on est mis en examen, il y a une procédure judiciaire qui est en cours, et je suis sûr que Richard Ferrand apportera les éléments nécessaires. Est-ce tenable devant l'opinion publique, franchement? Ce matin, je demandais aux auditeurs d'RMC, 85% demandent la démission de Richard Ferrand. Mais je pense que il faut que... C'est pas toujours facile de tenir des positions, mais je pense qu'on ne peut pas substituer la procédure judiciaire au tribunal de place publique ou au tribunal d'opinion. Je trouve que c'est assez malsain. C'est rendre service à personne. Parce que c'est pas rendre service à la démocratie que de jeter en pâture des personnalités, mais même pas seulement des personnalités, de jeter en pâture des gens parce qu'on déciderait que tel ou tel doit ou ne doit pas pouvoir rester à son poste. Je pense que ça rend pas service à la démocratie. Hier, Marielle de Sarnez et François Bayrou ont été entendus. Là, vous connaissez bien tout ça, puisque vous avez dirigé le Modem. Emploi fictif du Modem au Parlement européen, c'est l'enquête qui est aussi l'enquête suit son cours. Oui, l'enquête suit son cours. Alors, François Bayrou était très content de pouvoir s'expliquer
impliqués. Est-ce que, moi je vous repose la question, est-ce que des assistants parlementaires MoDem ont travaillé pour le parti et payés par le Parlement européen? Je ne vais pas commenter une procédure de justice. Ce que je sais, c'est... oui, mais je vous pose la question. Non, mais je vous posais la question, mais... Vous me dites oui ou non? Non, mais je vous dis qu'il y a une procédure judiciaire et qu'il ne m'appartient pas, dans cette procédure judiciaire, d'interférer. Je sais que François Bayrou était heureux hier, pour l'avoir eu d'ailleurs au téléphone ensuite, de pouvoir s'expliquer sur un certain nombre de choses qui avaient été divulguées dans la presse et sur lesquelles il n'avait pas pu répondre. Et je pense que c'est ça qui est le principal, c'est que la procédure suive son cours. Quant aux questions qui sont posées par les magistrats, c'est ceux qui... C'est-à-dire que lui a été obligé de démissionner et Richard Ferrand, lui... Mais pour les mêmes motifs qu'à l'époque, pour des raisons gouvernementales que j'ai essayé d'expliquer devant vous tout à l'heure. Oui. Le président de la République soutient Richard Ferrand. Oui, je crois qu'il a la confiance du président de la République. Moi, je peux témoigner des excellentes relations qu'on entretient en relation avec le Parlement, puisque c'est un interlocuteur habituel. Je sais, donc il a le soutien du président de la République. Oui, absolument. Et je peux témoigner, et pas que du président de la République, je crois qu'à l'Assemblée nationale, les ministres qui travaillent le mois le premier avec lui voient en lui un président de l'Assemblée nationale qui fait un travail d'équilibre des pouvoirs qui est parfois d'ailleurs exigeant avec nous, parce qu'il est assez exigeant avec nous dans son travail pour, là aussi, respecter la séparation des pouvoirs, pour faire en sorte que le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est pas toujours, ça nous arrange pas toujours, en tout cas prennent pleine place dans ses prérogatives. Et donc ça, on peut en témoigner collectivement, et les parlementaires de la majorité comme de l'opposition, je crois, le reconnaissent. Est-ce que la France insoumise a perdu tous ses arguments politiques depuis hier? Une grande partie, pas tous, mais une grande partie. Il faut faire attention à des arguments politiques comme cela, parce qu'effectivement, l'essentiel de ces arguments politiques était de dire que la justice était instrumentalisée. Manifestement, la justice passe pour tout le monde. Et c'est bien ainsi que la justice passe pour tout le monde. Bien. Là aussi, il faut éviter d'instrumentaliser. Parce que selon que ça vous est favorable ou pas, ou que ça vous arrange ou pas, dire c'est parce qu'on instrumentalise la justice, je pense qu'on fait là aussi un défaut à la démocratie, à la République. Parce que là aussi, on attaque au fond la justice dans ce qu'elle doit être préservée de son indépendance. Est-ce qu'il faut couper tous les liens entre les juges du parquet et le pouvoir exécutif? C'était le projet de la révision constitutionnelle. Pas tous les liens. Oui, c'est l'essentiel. Où est-ce qu'elle en est d'ailleurs cette elle est sur la table désormais, si je peux dire, puisqu'elle a été présentée depuis un moment. Oui, mais elle reste sur la table pour l'instant. C'est un, comment dirais-je, un travail à deux, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. On a décidé de présenter le texte en Conseil des ministres pour que... Il a été présenté il y a 15 jours. Oui, il a été présenté, oui, exact. 15 jours. On l'a présenté en Conseil des ministres pour donner le signal que c'était que c'était prêt. On va pas le mettre à l'ordre du jour, comme vous le savez, on en aura peut-être l'occasion. On a beaucoup de textes qui sont devant nous déjà. Oui. Donc on introduira le débat qu'à partir du moment où on aurait une certitude ou une quasi-certitude que le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent converger vers un accord. Ça fait des mois que vous n'avez pas de certitude. Il n'y a pas d'accord. Mais sur cette affaire-là, vous savez, un débat constitutionnel, c'est 15 jours à 3 semaines dans chaque chambre, avec des matchs aller-retour à n'en plus finir si on veut. Il y a des réformes qui doivent être menées en termes d'écologie, en termes de retraite, en termes de dépendance, enfin sur des tas d'autres sujets. On le fera à partir du moment où on aura le sentiment que le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent tomber d'accord. Mais il faut le faire. Les magistrats du parquet ne sont pas suffisamment indépendants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que vous avez, pas pardonnez-moi, de garantie d'indépendance suffisante? C'est ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que vous avez, étant invité chez vous ce matin, le sentiment que les juges ne sont pas suffisamment indépendants? Moi, je n'ai aucun sentiment, Marc Fesneau, et ce n'est pas moi qui dois répondre aux questions. Bon, voilà, donc votre question, je n'y répondrai pas, mais vous. Mais je réponds à la question que vous posez de la Cour de justice. Je n'ai pas le sentiment ce matin. Ce sur quoi vous m'interrogez prouve quelque chose d'autre que l'indépendance de la justice en France. Donc les magistrats du parquet sont parfaitement indépendants. Et j'ai le sentiment qu'ils sont parfaitement indépendants. Même s'ils sont, après avis du CSM, nommés par le... Mais là, vous avez raison, et on ne peut pas nous en faire grief. C'est l'objet de la révision constitutionnelle. Alors, que dit cette révision? Rappelez-le. Elle visait que les nominations étaient comment dirais-je, était décidé désormais par les magistrats et pas sur décision du ministre. Mais est-ce qu'il serait bon de couper tous les liens entre les juges du parquet et le pouvoir exécutif? Mais c'était l'objet de cette révision. Vous pensez qu'il faut couper tous les liens, vous? Non, ça n'empêche pas quand même. Attendez, il y a deux choses. Couper les liens, c'est pour pas interférer. Non, je pense qu'il faut couper les liens pour pas interférer. En même temps, on a une politique de justice. Quand on dit, par exemple, il faut regarder sur l'affaire des féminicides, il faut qu'il y ait une politique homogène et qu'on soit beaucoup plus vigilant sur les mesures c'est intéressant qu'on puisse donner des orientations, mais c'est pas des instructions. Je repose la question autrement. Marc Fesneau, faut-il garder le lien entre parquet et exécutif? C'est le lien de subordination qui est gênant, le lien qui fait que votre carrière dépend d'une décision
qui n'est pas lié à vos capacités... De l'exécutif. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Qui n'est pas lié à votre capacité, à votre propre professionnalisme, mais lié au ministre. L'objet de la réforme, c'était celui-là. Mais qu'en même temps, il y ait une politique de justice en France et qu'on puisse dire attention sur tel et tel sujet, on voit monter des choses, on donne des orientations, c'est pas illogique. Bon. Marc Fesneau. Vous parliez de réforme, on parlait de texte de loi, donc bon, la réforme constitutionnelle, si j'ai bien compris, tient au passage quand même aux législatives en 2022, il y aura de la proportionnelle. Oui, c'est l'objectif d'ailleurs, Richard Ferrand. Oui, enfin, c'est l'objectif, mais... Alors, je vais vous dire les choses très simplement. Non, je vais vous dire les choses très simplement. Il y a un délai, il y a une règle non dite, tacite d'ailleurs, qui était le fait qu'on ne modifie pas les règles électorales moins d'un an avant le scrutin. Moins d'un an avant le scrutin, c'est 2021. Il faut donc, si nous voulons passer à la proportionnelle, se dépêcher. Se dépêcher, voilà. Mais c'est sur la table donc pour l'instant. Oui, mais ce n'est que sur la table. La volonté, c'est de faire... Avant fin 2021, cette réforme sera engagée. Si on veut faire la proportionnelle, il n'y a pas d'autre moyen. Voilà. Donc, et vous voulez la faire vous confirmez? Mais oui, on a les 3 textes. Si on a mis les 3 textes, c'est qu'on veut le faire. La différence avec les 2 autres textes, c'est que ce texte-là est une loi simple et qu'elle donc peut passer avec les seules voix de l'Assemblée nationale. Et donc nous aurons le débat parce que je pense François Bayrou l'a sous... On va regarder ça. Je ne veux pas 2020 vous répondre. Oui, c'est 2020 ou rien, si je peux dire les choses assez simplement. 2020 je vous réponds ou rien. Franchement, c'est 2020 ou rien. Donc c'est à ce moment-là que nous poserons les termes de ce débat. Je sais qu'au Modem, vous êtes Oui, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi mais pas que le Modem. Je pense que dans ce moment où il y a un certain nombre de forces politiques qui pèsent lourd dans l'opinion et qui ne sont pas représentées ou sous-représentées à l'Assemblée nationale, je pense que c'est une erreur. Le Rassemblement national, on pourrait très bien d'ailleurs... Le Rassemblement national. Pas que, mais le Rassemblement national. Les écologistes ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Oui. Au fond. Et c'est pas parce que nous sommes en situation majoritaire et que notre statut a changé qu'il faut avoir changé d'avis. Et donc on a besoin de représenter les différents courants d'opinion et c'est ce débat-là que nous aurons avec les parlementaires. La réforme des retraites, colère des agents de la RATP, forte grève, très suivie demain. Pourquoi? Parce qu'ils protègent leurs acquis. À la RATP, en moyenne, on part à la retraite à 55 ans, un peu plus de 55 ans, pour un peu plus de 62 ans dans le privé. On peut même partir à 52 ans et même à 50 ans si on est actif. Dites-moi, Marc Fesneau, cette réforme des retraites va supprimer ces régimes spéciaux, les 42 régimes spéciaux. Donc converger les 42. Celui de la RATP. Oui, c'est la convergence des 42 régimes spéciaux. Donc celui de la RATP va disparaître. Simplement, ce qu'il faut qu'on regarde, et c'est ce que va dire, j'imagine, le Premier ministre au Conseil économique et social ce matin, c'est la méthode avec laquelle on va discuter de chacun des régimes spéciaux et la façon dont on fait faire les convergences. Donc ce que je regrette un peu, c'est le droit de grève est un droit absolument absolu et personne n'est là pour le remettre en cause. Mais je pense que on est un drôle de pays qui est un pays où, avant même d'avoir commencé à poser les termes du débat, on commence à se mettre en grève. C'est-à-dire qu'on invente un peu le concept de grève préventive, au fond, qui dirait que toute réforme est non acceptable. Je pense que ça serait bien de se mettre autour de la table et de regarder régime spécial par régime spécial, comment on fait converger les choses. Mettez-vous à la place du salarié de la RATP qui se dit, lorsqu'il entre à la RATP, se dit, tiens, à 55 ans, je pourrais peut-être partir à la retraite, et qui se dit maintenant, ah bah non, il va falloir que j'attende 62 ou 64 ans. Mais je peux comprendre toutes les inquiétudes, mais je pense qu'il faut qu'on soit un pays où on parle des inquiétudes, où on débatte des inquiétudes, où on trouve des voies de convergence et où le premier réflexe soit pas un réflexe de mise en opposition. Voilà, je pense, en termes de débat démocratique, là aussi qu'on y gagnerait. Et donc je pense que cette grève est antidémocratique, quoi. Non, si je comprends bien. Comment la qualifiez-vous? Je dis en termes de pratique démocratique, je trouve dommage qu'on ne puisse pas... Le préalable soit la grève. La grève, elle est plutôt l'aboutissement d'un processus qui a échoué. Le processus commence aujourd'hui, et donc laissons le processus se faire. Le préalable, Marc Fesneau, il est clair. Vous me l'avez dit tout à l'heure, le régime spécial des agents de la RATP va disparaître. Mais on va faire converger les régimes. On sait bien que de 42... va disparaître. Mais quand vous passez de 42 à 40... Oui, mais l'ensemble des régimes vont converger, donc il n'y aura plus qu'un seul régime, c'est bien l'objectif. En même temps, il y avait une histoire... Mais c'est pas... moi, je cherche pas des bouquets... Mais je me mets à la place des agents de la RATP, Marc Fesneau. Monsieur Bourdin, j'essaie aussi de me mettre à la place des agents de la RATP des 40 autres ou 41 autres régimes. Et donc, je pense qu'il faut se mettre à la place des gens, des situations dans lesquelles ils sont rentrés. D'abord, c'est une réforme sur plusieurs dizaines d'années. Il faut dire les choses comme elles sont. La progressivité est très importante dans ces choses. Et je pense qu'on peut en dialoguer. On a fait évoluer le régime à la SNCF. On a réussi à trouver des voies et des moyens. Et je pense que tout le monde est gagnant dans cette évolution du régime. Donc, c'est pas une question de faire céder les uns ou les autres, ou de faire perdre les uns ou les autres, c'est de faire un système qui soit plus juste. Et donc, il faut qu'on travaille avec eux. Il faut bien réformer, non? C'est ce que je vous dis. Il faut réformer. Il faut réformer. Mais elle est utile, d'ailleurs. Il faut qu'on réforme. Il faut qu'on arrive dans ce pays à réformer sans que le préalable soit la confrontation.
Mais il peut y avoir des confrontations, j'ai aucun sujet avec ça. Mais débattons, discutons et regardons où sont les écueils et à partir de là, on avance. Bon, Marc Fesneau, les municipales. Oui. Vous n'êtes pas toujours très content au Modem, hein? Oui, enfin... Oui. Mais le moment municipal, 36 000 communes, 1000 communes de plus de 10 000, c'est un moment par nature éruptif. Donc vous ne me voyez pas ni affolé, ni inquiet, ni énervé Il s'agit de dire les choses. Mais dire ça les ne choses... va pas avec La République En Marche à Bordeaux, par exemple. Oui, mais vous soutenez le maire. Nous soutenons Nicolas Florian très clairement. Très clairement. Contre le candidat de La République En Marche. On soutient un candidat, il y a un autre candidat qui est soutenu par La République En Marche. Et c'est là aussi, pardon. Oui, Marc Fesneau, allez-y. J'essaie de dire les choses simplement. Oui. On peut être en désaccord sur des municipales. Il peut arriver que dans une ville, le cas de Bordeaux en est un, on puisse avoir un désaccord. Moi, notre exigence collective, c'est de faire en sorte qu'on cherche les points de convergence. Il y a des villes où, pour l'instant, les choses sont pas arbitrées. On peut avoir des désaccords de base avec lesquels il faut discuter. C'est pas qu'une exigence avec le Modem. Moi, je pense que notre exigence, c'est d'être fidèle à l'esprit du président de la République en 2017, celui de la capacité de tendre la main et d'élargir le spectre. Je suis pas dans un repli le modèle est le seul à pouvoir nouer des alliances autour duquel se nourraient des alliances avec la République En Marche. Il y a des gens chez les radicaux. Il y a des gens à l'UDI. Il y a des gens qui se réclament d'une filiation jupéiste. Ceux-là, il faut leur tendre la main. Et la deuxième chose sur laquelle on peut avoir un débat, c'est que l'ancrage territorial, j'ai été maire d'une petite commune et président d'une petite intercommunalité et heureux maire et responsable de tout ça. L'ancrage, ça compte. Et donc, il faut aussi tenir compte de l'ancrage. Quand vous avez un bon maire, qu'au fond, il n'est pas opposé à vous par postulat, ne pas introduire un champ partisan. Si c'est un bon maire, alors pourquoi on ne le soutient pas? Alors, est-ce que vous soutenez le maire de Dijon ? On a une équipe, j'avais moi-même d'ailleurs acté l'accord en 2014 et veillé à cet accord. Pourquoi nous l'avions fait, je le rappelle, parce que le maire de Dijon avait été un premier... socialiste, François Rebsamen. L'un des seuls et des rares, et longtemps des rares socialistes à avoir nourri l'idée qu'il fallait un rassemblement qui dépasse le Parti Socialiste, en l'occurrence à l'époque avec le Modem. On a des équipes chez lui, on va regarder avec eux, mais il y aurait une logique à continuer avec lui. Continuer avec lui. À Saint-Étienne aussi ? On verra à Saint-Étienne. On va discuter. Enfin, on peut faire tout. Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Oui. Les Républicains. On va voir la situation, mais il y a un moment aussi, on peut aussi regarder la position. On regarde ce que dit le maire lui-même de son rapport avec le Modem et de ce que dit le maire lui-même de son rapport pas seulement avec le Modem, avec la majorité présidentielle. On peut pas. C'est des affaires locales, mais enfin, quand vous avez des maires qui, localement, viennent battre en brèche systématiquement les politiques gouvernementales, ça peut aussi interroger. Les pesticides, je sais que vous vouliez en parler. Oui, Pourquoi ? Parce que consultation publique, donc décret le 1er janvier, on est bien d'accord ? Oui, absolument. Consultation publique sur quoi ? Sur les 5 à 10 mètres ? Sur le projet décret, les 5 à 10 mètres. C'est oui, non, quoi. Oui, c'est qu'est-ce que les gens pensent et disent sur le projet décret. Il faut bien qu'on ait une proposition à formuler. Et si le public, le grand public propose 50 mètres ? Je vais vous dire, sur ce sujet-là, moi, il y a quelque chose qui est assez fascinant. Oui. Nous sommes les uns et les autres les premiers à dénoncer ceux qui remettent en cause les rapports du GIEC, du groupe international sur le climat, en disant en fait ce que disent les scientifiques, c'est pas vrai. Il n'y a pas de réchauffement climatique. C'est les thèses que poussent un certain nombre de gens, comme par exemple M. Trump. De moins en moins nombreux. Enfin, il y a quand même des gens qui disent le réchauffement climatique c'est pas vrai parce que ce que disent les scientifiques c'est pas vrai. On interroge les scientifiques sur l'affaire des pesticides. Les scientifiques, c'est des gens qui savent, c'est des médecins, c'est des épidémiologues, et qui vous disent, sur les pesticides, la distance raisonnable, c'est 5 à 10 mètres. Et vous avez des gens comme M. Jadot, je le regrette, qui à la fois dénoncent ceux qui remettent en cause la science quand ça les arrange, et quand l'ANSES dit c'est 5 à 10 mètres, on dit, ah bah là, non, c'est pas la science qu'il faut suivre, c'est 150. Il me semble que l'ANSES est indépendante. Là aussi, si c'est pareil que pour la justice, si on pense que les scientifiques par nature disent des bêtises, on introduit vous voyez le fil qu'on peut tirer, parce qu'à ce moment-là, je peux venir aussi crédiblement devant vous, dire, au fond, le GIEC, c'est des scientifiques, parce qu'ils ont raison, parce qu'il y a vraiment du réchauffement climatique. Et donc, je pense qu'il faut qu'on s'appuie dans cette affaire des pesticides sur la science. Et dernière chose, donc le débat, où est le débat ? Puisque vous avez déjà décidé 5 à 10 mètres. C'est d'avoir la perception. On interroge, on consulte les gens sur la perception qu'ils ont de la mesure qu'on propose de 5 à 10 mètres. Et donc je pense que c'est important. Si les gens disent non, on verra. Mais je pense qu'on est capable. Si les gens disent non, on veut 50 mètres. Ce que j'essaie de faire devant vous, c'est bien beau le débat, mais le débat il est biaisé. Il me semble que dans le grand débat, on a écouté un certain nombre de choses qu'ont dit les Français. Le grand débat, c'est une chose. Mais sur des mesures précises, on essaye de montrer ce qu'a dit la science et on essaie de voir ce que vont dire les citoyens. Et je pense que c'est important. Je vous dis un deuxième... Si les citoyens ne sont pas d'accord avec votre proposition, on en discutera. Vous écoutez les citoyens ou vous si on met en consultation, c'est qu'on a envie d'écouter les citoyens. Mais il faut que tout ça soit... 5 à 10 mètres, c'est pas... Mais il faut que tout ça soit étayé sur la science. Parce que moi, comme citoyen... Oui. Je peux lancer 80 mètres, je n'ai rien pour étayer ma théorie. Donc il faut qu'on étaye les théories. C'est-à-dire que
c'est pas une distance de convenance, c'est une distance de sécurité, par rapport à des contraintes éventuelles qui pourraient être des contraintes médicales. Oui. Ok. Et donc il suffit pas de dire c'est 80 mètres et donc j'ai raison et donc il faut faire 80 mètres. C'est assez fascinant, je le dis au passage, parce que c'est une mesure qui touche aussi l'agriculture biologique, puisque serait interdit aussi la bouillie bordelaise pour ceux qui connaissent. Et deux, c'est les mêmes qui disent il faut rallonger les distances de traitement et qui nous disent tous les jours il faut faire de l'agriculture périurbaine. Et jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas l'agriculture qui a été l'urbanisation, c'est l'urbanisation galopante et démente qu'on a laissé faire pendant des années qui a fait qu'on a construit des habitations parfois au milieu des champs. Et donc il faut penser aussi aux agriculteurs dans cette affaire-là. Parce que ils n'ont rien demandé eux, hein. Et ils n'ont pas demandé que l'urbanisation vienne s'installer chez eux, et y compris par exemple dans des zones maraîchères ou des zones de viticulture, si vous faites des bandes comme ça, en contradiction avec ce que dit la science, en plus vous rendez impossible l'agriculture dans un certain nombre de ces zones-là. Parce que si vous n'avez pas de bouillie bordelaise dans la vigne, je vous souhaite, vous le savez comme moi, bien du courage. Merci Marc Fesneau, 8h54, Merci. RMC et BFM TV.